Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte au talent de la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode de Chasseurs de Tech, dédié à la place des femmes dans les métiers de la tech. Pour aborder ce sujet, qui est un sujet d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Brigitte Vimal de Fléchac, directrice chez Whatfix. Bonjour Brigitte. Bonjour Pierre, et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Avant de démarrer notre débat et d'échanger autour d'une première question, Brigitte, je vais peut-être vous demander de vous présenter. Je travaille dans la tech depuis de nombreuses années maintenant, et plus récemment chez Whatfix. Whatfix est une plateforme d'adoption digitale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on guide les utilisateurs pas à pas en temps réel dans n'importe quelle application. Le lien que je pourrais faire avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'aime bien présenter Whatfix aussi sous l'aspect inclusion. Alors c'est l'inclusion de tous, y compris ceux qui ne sont pas forcément fans de technologie. Pas uniquement les femmes évidemment, mais bien sûr des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec des applications, des logiciels et qui ont besoin d'être guidées sur ces applications ou logiciels. Et c'est aussi ce qu'on fait chez Whatfix. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là pour aborder ce sujet des femmes dans la tech et comment on peut contribuer. Peut-être inverser effectivement cette tendance dont vous parliez qui est là depuis très longtemps, effectivement. Ouais. Merci Brigitte pour cette présentation. Et afin de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander tout de suite un état des lieux des initiatives qui permettent de promouvoir l'inclusion des femmes dans le secteur de la tech. Alors en fait, il y en a beaucoup et du coup j'ai bossé un peu la question parce que je n'avais pas forcément toutes les initiatives en tête, oui. Mais voilà, j'ai fait quelques recherches et j'en ai trouvé beaucoup plus que je ne le croyais. Il y a au moins une dizaine, voire une quinzaine d'initiatives à la fois, alors spécifiquement françaises, mais également internationales avec des branches en France. Je pense la première là, que j'ai trouvée, c'est un mouvement qui s'appelle Elle Bouge, donc une association qui œuvre pour encourager les filles à s'orienter vers les métiers de la science, de l'ingénierie, de la technologie. Il y a Femmes at Numérique, lancée par la French Tech. Il y a la mixité numérique pour encourager la mixité dans les écoles et les entreprises. Women in Tech, c'est peut-être le plus connu. C'est une organisation internationale, mais qui a également sa communauté présente en France pour soutenir les femmes dans les domaines technologie et innovation. Tech for Good, _women, donc encore une fois une organisation plutôt internationale. Et puis on a Chic and Code, Girls in Tech, Digital Women, le programme Tech Up. Il y a aussi des initiatives publiques comme les Tech Up, initiative publique du ministère de l'économie. Et enfin les défis féminins, qui est un événement annuel en France qui met en lumière des projets. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui permettent, oui, de promouvoir la présence des femmes dans la technologie. Voilà, c'est heureux. Et je me dis que s'il y a autant d'initiatives, c'est qu'il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison. Voilà, c'est qu'il y a un besoin. Voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives de ce type qui se développent et de plus en plus de femmes qui sont soutenues peut-être dans leur projet, dans leur rêve de rentrer dans ce monde de la tech qui est aujourd'hui encore assez masculin, c'est vrai. Et on le voit, il y a à la fois des initiatives qui sont portées par des femmes qui lancent des associations comme celle que vous avez citée, mais de plus en plus de grands groupes qui cofinancent ce genre d'initiatives et qui lancent eux-mêmes ces initiatives. Je pense notamment à Salesforce qui a en 2022 lancé une grande initiative qui s'appelle 1000 femmes dans la tech et qui a pour objectif au travers d'un certain nombre de leurs clients et de leurs partenaires de pouvoir aider 1000 femmes à rentrer dans ce monde de la tech, aussi bien par de la formation que de l'intégration. Donc effectivement, ça prend une place de plus en plus importante dans le débat public. La question suivante, je pense, qui va de pair avec cette introduction, elle est de savoir pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces initiatives, elles sont une solution efficace à l'inclusion des femmes dans ces métiers-là. Je pense que les femmes, d'une manière générale, et je reprends les propos de la cofondatrice d'une société qui s'appelle The Exploration Company, qui s'appelle Hélène Ruby. Et elle dit des femmes qu'elles sont trop timides. C'est vraiment le problème. On parle beaucoup aussi du syndrome de l'imposteur. Mais il y a beaucoup de timidité au-delà de non, c'est plutôt un métier d'homme. Peut-être qu'elles aimeraient bien, mais elles n'osent pas trop. Et justement, toutes ces initiatives font changer les mentalités, y compris chez les femmes qui se disent non, finalement,
pourquoi j'irais pas moi, finalement, si ça me plaît, si ça m'intéresse, il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Mais effectivement, il y a encore récemment, encore maintenant, il y a un phénomène de timidité et ça me fait penser aussi à cette réflexion de Christine Lagarde qui disait dans 30 ou 40 ans de carrière, j'ai vu défiler des centaines de jeunes gens dans mon bureau pour demander des augmentations. Je n'ai jamais vu une seule jeune femme venir me demander une augmentation. Donc ce syndrome de l'imposteur, il existe non seulement dans la tech, mais aussi dans d'autres secteurs, d'autres milieux. Et on a la chance justement d'avoir toutes ces initiatives dans la tech pour faire évoluer les mentalités. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ose espérer que c'est plus un problème pour une jeune femme de s'orienter notamment, soit vers la science, soit vers la technologie. Ça devrait plus être un frein en tout cas. Les détracteurs de certains de ces mouvements-là parlent de discrimination positive ou de favoritisme. Le fameux oxymore. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces termes ? C'est le risque, j'allais dire. C'est le risque. Est-ce qu'il faut l'assumer, je pense, parce que l'effet ne peut être que positif. Récemment, j'ai rencontré une personne qui travaille dans un grand groupe de restauration française et qui est spécialisée dans tout ce qui est diversité, inclusion. Et en fait, quand on pense diversité, on pense souvent différentes communautés. Et en fait, sa vision à lui de diversité, c'est c'est d'avoir des personnes qui viennent de tous horizons. Donc c'est des hommes, des femmes, non pas forcément des minorités au sens où on entend habituellement, mais la diversité d'opinions, tout simplement, et de vision de l'entreprise, de l'activité. Et je pense que c'est cette richesse, cette diversité qui fait la richesse, en fait, pour une entreprise. C'est pas grave si on peut appeler ça discrimination positive, mais d'abord, discrimination positive, il y a positif. Oui. Donc, c'est pas très grave dans le sens où ça peut avoir un sens pour l'entreprise et ça peut apporter beaucoup à toutes les équipes de réfléchir à plusieurs façons, plusieurs cerveaux différents. Il y a un point sur lequel j'aimerais vous rejoindre, mais je crois que je ne vous rejoins pas encore. Je crois que c'est encore un mal nécessaire. Le fait de devoir avoir des pratiques parfois de discrimination positive. On n'a qu'à regarder les sujets de harcèlement dans les écoles, qui sont les écoles primaires. Ça existe encore aujourd'hui. Hélas. Et on a encore beaucoup de combats pour que l'égalité homme-femme, elle soit vraiment... en tout cas, elle fasse partie des mœurs de notre pays. Et malgré tout, il y a des difficultés de communication autour de tous ces sujets-là, que les DRH ont entre les mains, que les départements People and Culture ont entre les mains, parce que... la discrimination positive, elle est souvent la volonté d'une entreprise de laisser autant de chance à une femme qu'à un homme d'accéder à un poste, d'avoir accès à un métier. Mais si pour autant cette volonté est mal communiquée au sein de l'entreprise, elle peut déclencher un syndrome de l'imposteur. Et récemment, une candidate que je recevais en entretien me disait « Je veux quitter mon poste parce que j'ai le sentiment que je ne l'ai pas eu pour mes compétences, je l'ai eu parce que j'étais une femme. » L'entreprise dans laquelle je travaille applique une politique de quotas. Ce département, il était déjà composé de 4 hommes et il fallait une femme pour contrebalancer le poids de l'équipe. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu ce poste-là. On a eu une longue conversation philosophique sur le sujet, sur le fait qu'elle était sûrement en compétition avec d'autres femmes dans ce processus de recrutement et que parmi les autres femmes, si elle avait été choisie, c'est sûrement pour ses compétences. Mais le mal était fait, c'était trop tard. Et donc du coup, ce déclencheur de volonté de trouver un autre employeur, j'ai l'intime conviction que c'est pas du tout ce que l'entreprise recherchait quand elle a mis en place ses politiques de quotas. Probablement pas. Donc du coup, c'est effectivement des choses qu'il faut mesurer et on marche sur des œufs dès qu'on doit communiquer sur ces sujets-là. Donc c'est jamais des sujets faciles, même si la discrimination positive, initialement, elle est bienveillante. Je pense qu'il faut expliquer pourquoi on le fait. Ouais. Et pas simplement dire on le fait parce que c'est tendance, c'est dans l'air du temps et on travaille notre réputation en tant qu'employeur. Je pense qu'il faut l'expliquer dans le sens de l'influence bénéfique que ça peut avoir sur l'activité de l'entreprise. Je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. Et je ne vois pas comment on pourrait aller à l'encontre de ce qui peut être bénéfique pour l'entreprise. Voilà, je pense qu'il faut dire, c'est pas juste une question de tendance, c'est pas juste une question de mode, c'est parce que si on a des femmes dans notre groupe, ça va nous aider à réfléchir différemment, à apporter un autre point de vue. Ça participe encore de la diversité, tout simplement. Bien sûr. Et question suivante, du coup, Brigitte, est-ce que vous avez vous-même déjà constaté des cas de discrimination positive dans votre carrière ?
Alors, moi, j'ai une carrière assez longue, donc j'en ai pas constaté beaucoup, même si c'est vrai que plus récemment, j'ai vu quelques exemples. Il se trouve que juste avant que j'intègre Whatfix, j'ai été contactée par un chasseur de tête ou une chasseuse de tête, je ne sais pas comment si on a un nom féminin, mais une femme qui recherchait effectivement une femme dans la tech, parce que c'était une demande de son client, et elle me disait que c'était extrêmement difficile à trouver. À moins d'atteindre des sommets en termes salariales, et me disait, moi, je ne peux pas suivre. Mais voilà, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Et ce qui m'a fait prendre conscience à ce moment où j'étais entre deux boulots, que oui, c'était un phénomène qui était qui était devenu très, très important. Ça l'est, effectivement, et nous, chez Hays, on est aussi bien placés pour recenser ça va, bien sûr. Ce genre de cas, puisque la diversité de notre portefeuille de clients fait qu'aujourd'hui, dans les métiers de la tech, on travaille aussi bien avec des grands groupes qu'avec des PME, et on sait que le tissu économique français, il est riche de PME, et il ne se passe pas une journée sans qu'on n'ait pas une demande de la part d'un de nos clients de discrimination positive. C'est dans 99% des cas bienveillants et une volonté des entreprises d'essayer de donner plus de place aux femmes. Et effectivement, pour nous, c'est un vrai défi et c'est un vrai enjeu parce qu'on place la compétence au cœur des recrutements en premier lieu. Et le sexe, c'est pas une compétence. Non, on est d'accord. Voilà, la religion, c'est pas une compétence non plus. L'âge, c'est pas une compétence non plus. Ouais. Et ces sujets-là, c'est vrai qu'on doit les prendre avec des pincettes pour savoir écouter le besoin du client et ce qui fait naître chez lui cette volonté de mettre en place un processus de discrimination positive envers les femmes. Essayer de faire au mieux pour lui proposer les CV dont il a besoin sans pour autant discriminer les hommes, du coup. Non, bien sûr. Je peux me permettre, je pense qu'il y a un défaut de communication. Ouais. Encore une fois, on est trop sur des tendances et on n'explique pas assez pourquoi c'est important d'avoir aussi des femmes, une parité, dans le groupe pour des besoins business, tout simplement. Et je pense que si on l'abordait sous cet angle-là, il y aurait moins de freins, il y aurait moins de résistance. On parlait un peu plus tôt des quotas et de processus qui visent à influencer la place des femmes dans le recrutement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces quotas et du syndrome de l'imposteur que ça peut engendrer chez une femme ? Vous citiez le cas de cette personne tout à l'heure. Ça peut avoir apparemment un effet négatif, mais encore une fois, je pense que si on abordait cette question sous un angle différent, ce serait moins clivant, moins crispant, non seulement pour les candidates, mais aussi pour les entreprises et les équipes qui les accueillent. Il faut être plus pragmatique que ça, en fait, tout simplement. Et ça fonctionnerait, je pense, beaucoup mieux. Je pense qu'il faut arrêter de se poser la question de la parité en tant que telle, mais vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui est bien pour le groupe, qu'est-ce qu'une femme apporte par rapport à... Et peut-être qu'il faut en passer par là. Un homme, schématiquement, va penser de telle façon, peut-être une femme pensera d'une autre façon pour des questions de sensibilité, que sais-je. Il y a sûrement des gens beaucoup plus compétents que moi en psychologie et en animus pour aborder ces sujets, mais voilà, si on l'abordait de cette façon-là, je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Question suivante, Brigitte, qui est de savoir comment les entreprises, à votre avis, peuvent s'intéresser d'équilibrer la nécessité de maintenir un équilibre de diversité homme-femme dans un processus de recrutement, tout en le gardant basé sur des compétences et sur de la méritocratie, et pas sur uniquement des quotas de sexe homme-femme. Et est-ce que c'est réellement possible ? Il faut que ça le soit. C'est sûr que le critère de sexe ne peut pas être le seul critère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut quand même un minimum... si je prends mon cas personnel, je pense que Whatfix cherchait à féminiser un peu les équipes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez Whatfix. D'ailleurs, il y a un groupe de femmes chez Whatfix. On a un fil Slack. Il y a une chaîne Women at Whatfix, quelque chose comme ça. Donc, c'est... Sûrement aussi les femmes indiennes, parce que donc Whatfix, c'est une entreprise indienne, ont ressenti le besoin de créer de ce groupe, probablement. Mais il y a très nombreuses femmes à Whatfix et des femmes donc, qui sont avant-vente, ingénieurs. Alors c'est vrai que les ingénieurs, souvent, sont des garçons, très souvent, là aussi. L'Inde n'échappe pas à la règle. Dans mon cas,
j'ose espérer que si j'étais embauchée chez Whatfix, c'est pas uniquement parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'avais un parcours qui était en adéquation avec le profil recherché. Si j'avais pas vendu de la technologie à des grands comptes dans mes postes précédents, je pense que ma candidature n'aurait même pas été considérée. Donc c'est possible, mais c'est difficile. Je pense que vous êtes bien passé pour le savoir, parce qu'encore une fois, le sexe ne peut pas être le seul critère. Il faut aussi, j'allais dire un background, c'est un terme anglais, mais en tout cas un parcours professionnel qui soit en adéquation avec le poste. Sinon, ça peut pas. Pour le coup, il y a aucune légitimité et ça pourrait être mal perçu par les équipes Bien sûr. avec lesquelles les personnes travaillent. Et en parlant de parcours, on peut y faire un lien avec les expériences candidats des parcours de recrutement. Et quel conseil vous donneriez à un DRH sur ces sujets de communication autour des quotas? On disait tout à l'heure que communiquer et savoir communiquer autour des quotas pour que ce soit pas mal perçu dans les processus de recrutement, c'est une vraie clé de succès pour éviter le syndrome de l'imposteur, pour éviter qu'une personne, quelle qu'elle soit, puisse penser qu'elle a été choisie parce qu'elle était une femme et parce qu'on voulait des quotas, mais qu'elle comprenne bien qu'elle a été choisie parce qu'elle était la meilleure sur le processus de recrutement. Ouais. Quel conseil vous donneriez aux DRH ou aux responsables de recrutement dans leur communication? Il me semble, pour avoir parcouru quelques annonces, de toute façon, dans les annonces, généralement, on voit toujours homme-femme. Enfin, les annonceurs prennent bien soin de ne pas préciser qu'ils cherchent soit un homme, soit une femme, quel que soit le métier d'ailleurs. Même vous recrutez un mécanicien automobile, on va vous dire, vous pouvez être une femme, il n'y a pas de problème. Vous voulez être plombier, mais si vous êtes une femme plombière, il n'y a pas de problème. Venez travailler chez nous. Donc ça se fait déjà. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'annonce que ça se passe. Je pense que ça va se passer dans l'entretien lui-même. Parce que l'annonce, je pense que sera standard. Il n'y aura pas d'annonce particulière, ou en tout cas de mention particulière sur l'annonce pour dire on préfère une femme. Après, j'imagine que c'est dans le processus de sélection des candidats qui sont manifestés. Et il y a une communication interne à avoir pour dire voilà, cette personne a été choisie, pas seulement parce que c'est une femme, mais parce qu'elle peut apporter telle chose à l'entreprise, et parce que voilà, elle correspond au poste et qu'elle a le bon parcours, tout simplement. Il y a une autre idée qui nous a été poussée aussi par plusieurs de nos clients, en tout cas une pratique qu'ils nous ont partagée. Certains de nos clients nous expliquaient que il y a une difficulté qui était réelle, qui était, même si on veut équilibrer les sexes hommes-femmes dans les métiers de la tech, quand on ouvre un poste, les CV de femmes sur les postes, c'est moins de 28%. Ouais. Et donc, ça, c'est une étude de McKinsey. Et donc, malgré tout, c'est pas assez. Donc, si on veut réussir ce défi, ça suffit pas. Des choses peuvent être faites. Et un de nos clients nous disait, je demande à mes équipes de recrutement de faire appel à un cabinet, de faire de l'approche directe sur les réseaux. J'allais vous le dire. Et dans ces moments-là, pour équilibrer la shortlist qu'on a reçue, qui est encore trop composée d'hommes, la consigne que je donne en off à mon équipe de recrutement, c'est écoute, on a beaucoup d'hommes sur ce processus, on a beaucoup de candidats hommes, j'aimerais avoir plus de candidats femmes. Est-ce que tu peux me cibler des femmes, s'il te plaît, Bien sûr. Et essayer d'influer pour qu'elles intègrent le processus de recrutement de telle sorte que dès le départ, ça puisse équilibrer le nombre de candidatures hommes et femmes sur un process. Comme ça, si dès le départ c'est équilibré, après on peut s'intéresser au plus important qui est la compétence. Et ouais, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est venu me chercher. Alors, je réalise effectivement aujourd'hui que c'est peut-être parce que j'étais une femme, parce que si j'avais un homme, on serait pas venu me chercher, parce qu'il y avait déjà suffisamment de candidats masculins. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être qu'il faut même essayer de recruter dans des métiers qui sont pas forcément aujourd'hui liés à la tech. Il y a beaucoup de gens qui font des métiers aujourd'hui qui sont pas forcément en lien direct avec le parcours qu'ils ont eu, avec les études qu'ils ont faites. Je me souviens par exemple de quelqu'un de proche qui me disait qu'elle avait embauché une femme pour travailler dans le service marketing qui a fait des études de philosophie. Donc oui, on n'est plus dans des schémas aussi stéréotypés, standards comme on avait avant. Tu fais telles études, tu fais tel métier, tu as fait ça avant, donc tu vas continuer à faire ça après. Tout ça change, ça évolue beaucoup. Donc je pense qu'il faut ouvrir un peu ses chakras pour ça, effectivement. Et on arrive tout doucement à la fin de l'épisode et aux dernières questions. Ouais. Pour conclure l'épisode, et après les différents points qu'on a relevés ensemble, il y a une question que j'aimerais vous poser, qui est que pour arriver au monde idéal, dans lequel
On n'a pas besoin de discrimination positive, on n'a pas besoin de faire de la chasse pour aller cibler des profils de femmes, pour équilibrer les processus de recrutement. Quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour faire en sorte que ça se produise ? La seule chose que je vois, c'est l'éducation. Présenter des métiers aux plus jeunes, tout simplement, pour ne serait-ce que leur donner l'idée. Il y a une évolution nécessaire de la société, mais les évolutions de ce type, ça prend des décennies. Donc, c'est pour ça que c'est encore, je dirais presque balbutiant aujourd'hui, ou en tout cas à des faibles niveaux. Pour accélérer, il faut communiquer, il faut aller dans les écoles, il faut présenter des métiers. Mais ce qui est difficile dans la tech, c'est que souvent, les métiers qu'on vous présente à un instant T... le métier que je fais aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il existait quand j'étais encore à l'école. Et le problème de la tech, c'est que ça évolue tellement qu'en fait, on présente un métier aujourd'hui. Dans 10 ans, soit il n'existe plus, soit il a évolué, soit il y en a un nouveau. Il y a peut-être une mission d'entreprise comme la vôtre, d'aller peut-être communiquer en approche directe auprès de femmes. Pas forcément dans la tech, mais peut-être dans des secteurs un peu connectés. Moi, j'étais pas dans la tech au début. J'ai commencé plutôt dans le voyage, vous voyez, donc aucun rapport. Et je me destinais pas forcément à être dans la technologie. Sauf que j'ai commencé à m'intéresser à comment la technologie règle les problèmes. Et c'est ça qui m'intéresse dans la technologie, c'est comment on règle comment on apporte des solutions. C'est ça. Donc ça peut intéresser n'importe qui d'apporter des solutions. Et les femmes ont quand même un esprit un peu pratique. On a un côté. Oui. Voilà, on est assez pragmatique, il me semble. On fait beaucoup de choses, on gère beaucoup de choses à la fois. Donc, quand on peut gagner du temps, quand on peut apporter des solutions rapides, des quick wins, on aime bien faire ça. Donc, ça devrait intéresser plus de femmes. Et peut-être qu'elles se bloquent parce qu'elles trouvent ça trop difficile ou trop compliqué, etc. Moi, si on m'avait effectivement parlé de ce que je fais aujourd'hui, il y a 20 ans, on dit, oh là là, c'est complexe, oh là, les logiciels, les API, c'est quoi tout ça ? Et en fait, c'est pas si compliqué. Non. En tout cas, en surface, je parle pas de faire du JavaScript, mais en surface, c'est pas si compliqué de comprendre à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Parce que ça vient souvent régler une situation pratico-pratique du quotidien. Exactement. Et moi, ça, j'adore. C'est un vrai bonheur. Quand on règle des problèmes, on passe au suivant. Et... Je pense que malheureusement, on devra continuer de passer par la discrimination positive encore sur les prochaines années. Quelque temps, oui, tout à fait. Et effectivement. Après, charge aussi à toutes les personnes qui peuvent influencer le cours des choses de prendre position et de prendre parole. Alors, vous parliez tout à l'heure des écoles et de l'éducation, finalement, pour sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est vrai que tous les recteurs, les directeurs d'école qui écouteront pourront aussi choisir d'organiser des journées carrières où ils donneront le plus possible de place aux femmes pour présenter leur métier à nos jeunes pousses qui sont dans les collèges et les lycées. Et je crois qu'il y a aussi un phénomène sur les 10 dernières années qui est très présent, qui est la place que les influenceurs et journalistes des réseaux sociaux prennent aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on ait aussi cette communauté-là qui prenne parole pour la place des femmes dans les métiers de la tech, aussi pour vulgariser ces métiers-là, qui sont très souvent dans des cursus de début d'études, fin de lycée, j'entends, parce que c'est là qu'on choisit son orientation finalement. C'est fin de lycée. Voilà, on a 17-18 ans, on doit choisir ce qu'on veut faire demain. Soit on s'oriente dans des grandes écoles de commerce très généralistes, et puis on a le temps de réfléchir un peu plus tard. Soit on s'oriente tout de suite vers des parcours plus spécifiques. Mais finalement, on est très jeune pour faire ces choix, et les métiers techniques et technologiques sont encore assez méconnus à ce moment-là. Je pense que c'est aussi dès cette période-là qu'il est important de faire de la pédagogie. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi expliquer aux jeunes qu'on n'a pas forcément besoin de faire maths sup, maths spé, une grande école d'ingénieurs pour travailler dans la tech. Je pense qu'il y a aussi des manières d'y arriver. J'en suis la preuve vivante. J'étais pas du tout matheuse, mais absolument pas. Et voilà, ça m'empêche pas d'y travailler. Alors effectivement, plutôt côté vente, mais il faut quand même comprendre un petit peu de quoi on parle, parce que sinon on n'est pas crédible. Donc on n'a pas besoin d'être ultra matheux, d'être un physicien, de s'appeler Einstein pour travailler dans la tech. Je pense qu'on peut y arriver sans nécessairement avoir le cerveau d'Einstein. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Un immense merci à notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci Brigitte. Brigitte, ce fut un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux,
pour ne rien manquer de notre chaîne. Vous pouvez également consulter le site ace.fr et ace.lu et consulter notre blog qui est rempli d'articles à ce sujet et pas que à ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chasseurs de Tech. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur ace.fr, ace.lu et sur notre page LinkedIn.